Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Francis Laurent, je suis solution architecte startup et j'accompagne du coup toutes les startups en France. Aujourd'hui, nous allons voir comment développer une application moderne serverless avec notamment le témoignage d'Alexandre Oloku, le CTO de Joko. Alors, tout d'abord, pourquoi une architecture serverless? Alors, pour répondre à cette question, il est légitime de se demander de qu'est-ce que nos clients attendent de nous? De quoi nos clients ont-ils besoin? Premièrement, nos clients veulent délivrer le plus rapidement possible de nouvelles fonctionnalités sur leurs applications. Deuxièmement, nos clients attendent d'avoir des implications et des infrastructures évolutives, performantes et fiables. Aussi, nos clients attendent de la sécurité et une utilisation des ressources la plus élevée. Enfin, ils souhaitent bien légitimement réduire les coûts de leur infrastructure le plus possible. Alors, nous allons voir comment est-ce qu'on peut commencer avec le compute sur AWS et notamment ce que ça change avec le fait de faire du serverless. Alors, pour faire du compute sur AWS, vous pouvez commencer à utiliser le service Amazon EC2 et lancer une instance. Si vous faites cela, comme vous pouvez le voir, vous aurez un modèle de responsabilité avec certaines choses que vous aurez à gérer. Comme notamment le fait, sur cette instance, de devoir mettre à jour, par exemple, le système d'exploitation. A l'inverse, vous pouvez monter dans les couches et utiliser des services tels que AWS Fargate et AWS Lambda, et vous aurez finalement à ne plus gérer certaines choses, car elles seront sous la responsabilité d'AWS. Ainsi, si vous utilisez par exemple AWS Lambda, vous n'aurez qu'à gérer le code de votre application, et ainsi délester une certaine partie de ces choses à AWS. Alors, pourquoi c'est intéressant du coup d'utiliser AWS Lambda? Premièrement, car vous allez pouvoir optimiser votre temps de déploiement et aussi vous concentrer sur votre produit et du coup accélérer votre rythme d'innovation. Enfin, il y a toute une partie du coup de la sécurité qui est du coup sous la responsabilité d'AWS. Et ceci du coup peut être très intéressant pour pouvoir être compliant avec certaines normes de sécurité. Par exemple, je vous encourage à regarder ultérieurement sur Internet le témoignage de la société Conto qui explique comment ils ont été certifiés PCI DSS compliant grâce à l'usage d'AWS Lambda facilement. Alors, on vient de parler d'AWS Lambda, d'AWS Fargate pour faire du compute sur AWS. Néanmoins, ce n'est pas que du compute pour toute la partie serverless. Vous pouvez aussi utiliser des différents stockages de données, comme typiquement Amazon S3, Amazon Aurora Serverless, ou encore Amazon DynamoDB. L'intérêt, par exemple, d'Amazon S3, c'est que vous stockiez 10 gigas d'objets ou 10 Tera, vous n'avez rien à faire. C'est AWS qui est en charge de scaler et de pouvoir répondre à votre charge. Enfin, comme on peut le voir, vous avez toute une série de services dits d'intégration qui permettent de créer du lien entre tous ces services. Ces services sont même aussi gérés par AWS et vous n'avez pas à vous en soucier. Ainsi, vous pouvez utiliser par exemple des services comme Amazon SQS pour faire des files d'attente, utiliser des services comme Amazon SNS pour faire des systèmes de messagerie, ou encore AWS Step Function pour la partie orchestration. J'ai maintenant laissé la parole à Alexandre Oloku qui va vous présenter la société Joko. Merci Francis. Je suis, comme le disait Francis, CTO et cofondateur de Joko. Donc, avant de vous parler un peu de serverless, je vais vous présenter un peu ce qu'on fait chez Joko. Donc, Joko, c'est une startup créée en 2018 qui développe une application mobile, iOS et Android, dont la mission est de venir simplifier l'expérience de shopping en ligne de nos utilisateurs en la rendant plus fluide, plus simple, plus intelligente. Je vais vous montrer plus en détail en quoi ça consiste concrètement. Donc, on s'est lancé en 2018. On a une quarantaine d'employés aujourd'hui chez Joko, de 6 nationalités différentes. On a levé 12 millions d'euros à ce jour et on va bientôt relever de l'argent. Et on travaille avec 2000 partenaires, dont des très grosses enseignes comme Amazon.com, AliExpress, Asos, Apple. Et donc du coup, Joko, ça se présente comme vous allez le voir tout de suite à l'écran. Donc c'est une application mobile en fait qui se présente comme un navigateur mobile, donc comme Firefox, Chrome ou Safari. Et vous allez pouvoir aller avec ce navigateur sur n'importe quel site de e-commerce
Et ce qu'on va venir faire, c'est venir augmenter votre expérience sur ce site de e-commerce via tout un tas de fonctionnalités. Donc typiquement, là, vous êtes sur Amazon.fr. Vous allez pouvoir trouver, par exemple, tout un tas de codes promo qui vont venir s'appliquer automatiquement au moment où vous payez. Donc vous allez automatiquement avoir un prix réduit. Vous allez pouvoir venir mettre de côté, sauvegarder des produits, quel que soit le site de e-commerce sur lequel vous êtes. Donc là, par exemple, on est sur une télé, on peut la sauvegarder et la retrouver. Vous allez pouvoir suivre le prix de tous les articles que vous consultez. Donc là, on voit l'évolution du prix d'un article sur Amazon.fr. Et vous allez pouvoir être averti lorsque le prix baisse. Et en fait, de manière générale, grâce à nos partenariats avec tous les sites de e-commerce que j'ai cités tout à l'heure, vous allez être récompensé sur chacun de vos achats et vous allez pouvoir donner automatiquement cette récompense à l'association de votre choix. Et ça vous permet en fait en moyenne de donner 3% de tous vos achats de e-commerce à l'association que vous choisissez. Et donc ça, c'est que certaines fonctionnalités que j'ai présentées, mais en fait, le but, c'est de venir enrichir tout ce set de fonctionnalités pour vous permettre demain d'avoir un calcul d'empreinte carbone sur les pages web, de venir payer en un clic, quel que soit le site sur lequel vous êtes, de payer en plusieurs fois, quel que soit le site sur lequel vous êtes. Et donc de vous offrir une expérience en fait digne des meilleurs sites de e-commerce, quel que soit le site de e-commerce sur lequel vous êtes. Merci Alexandre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer une problématique clé du coup que vous avez chez Joko? Oui, bien sûr. Alors, en gros, la grosse problématique technique sur laquelle on travaille, c'est que donc on développe notre propre navigateur mobile, mais on va venir rajouter une couche par rapport aux navigateurs comme Chrome, Safari, Firefox. En fait, on doit avoir une couche intelligente qui vient reconnaître un site internet et interagir avec ce site internet comme un être humain. Parce que pour des fonctionnalités que j'ai présentées, comme tout à l'heure, comme la sauvegarde de produits ou le tracking des prix, en fait, on doit être capable sur un site internet de savoir, par exemple, reconnaître un prix, ou reconnaître une image produit, ou reconnaître une description produit, ou des reviews utilisateurs. Et pour des fonctionnalités encore plus complexes, comme l'application automatique de code promotionnel, pour ça, en fait, il va falloir reconnaître un champ code promo, venir insérer un code promo à la place de l'utilisateur, le valider, regarder que le prix baisse, etc. et reproduire ces opérations. Et maintenant, si on regarde des fonctionnalités comme le paiement en un clic, on va devoir faire tout le flot de paiement à la place des utilisateurs. Et donc, en fait, pour ça, il faut des algorithmes qui, quel que soit le site Internet, soient capables de reconnaître un site Internet et d'interagir avec lui un peu comme un être humain. Et donc, la plupart de ces algorithmes, aujourd'hui, ils sont embeddés dans le navigateur mobile qu'on développe. Mais il y a toute une partie des algorithmes qu'on veut pouvoir déployer sur des serveurs aussi. Par exemple, pour faire du tracking de prix, ça se passe côté serveur parce qu'on a besoin de faire ça, par exemple, toutes les heures ou tous les jours. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. C'est comment on arrive à faire tourner ces algorithmes avancés grâce à une architecture serverless sur des serveurs AWS. Et donc bien sûr, l'architecture qu'on a choisie, c'est une architecture serverless, c'est pour ça que je parle à cette conférence. Et donc, comme le disait Francis, serverless, ça va vous apporter plusieurs choses. Ça va d'abord vous apporter une rapidité d'itération et de déploiement de tous vos serveurs qui est extrêmement compétitive par rapport aux autres types d'architecture. Vous allez pouvoir maîtriser votre coût. Et donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste plus concrètement sur nos exemples tout à l'heure. Vous allez avoir une sécurité qui est par défaut gérée par AWS et qui est excellente. Et tout ça, c'est scalable. Donc, en fait, tout ça va scaler sans que vous ayez presque rien à faire avec votre usage. Et vous allez pouvoir passer d'un utilisateur qui a téléchargé votre application à des millions d'utilisateurs, comme ce qu'on a aujourd'hui chez Joko, sans avoir de complexité DevOps qui sont très développées. Donc, du coup, là, si on rentre un petit peu dans la technique pour vous montrer concrètement comment on peut développer des services avec serverless sur AWS, on peut commencer par quelque chose qui est peut-être le plus simple et qui répond à beaucoup d'usages quand vous développez une application, qui est comment nous, on a développé notre API, donc en fait, les serveurs qui communiquent directement avec l'application mobile. Et donc, en fait, pour ça, vous pouvez utiliser des services complètement managés. Donc, nous, on utilise un service qui s'appelle AppSync, qui est un service GraphQL managé par AWS. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, un service serverless managé? Ça veut dire qu'en fait, comme ce que je disais tout à l'heure, ça va naturellement passer de quelques dizaines de requêtes, quelques dizaines d'utilisateurs, à des centaines de milliers d'utilisateurs, à des millions d'utilisateurs, sans que vous ayez à changer complètement de paradigme, de service, d'architecture.
Et vous allez pouvoir venir sécuriser tout ça avec des services aussi AWS. Nous, on utilise Cognito. Cognito, ça permet de gérer l'authentification des utilisateurs et des choses assez poussées comme l'authentification via aussi des services comme Facebook Login, Google Login, toutes les fonctionnalités classiques d'authentification. Et ça va s'intégrer naturellement avec AppSync. Et ça veut dire que vous allez simplement avoir à gérer la logique métier. Et toute cette problématique de scalabilité et de sécurité est gérée par AWS. Et donc souvent, si comme nous, c'est pas votre cœur de métier, bah, vous êtes content d'avoir tout ça qui est géré pour vous et où il n'y a aucune faille qui... en tout cas, les failles, c'est les mêmes que vous allez trouver sur des sites comme Amazon.com. Donc, a priori, vous êtes tranquille. Et du coup, ensuite, vous allez pouvoir plugger des services serverless pour vos logiques métiers. Et donc, l'unité de calcul, donc de compute en serverless, c'est des fonctions lambda, comme le disait Francis. Et donc, une fonction lambda, en fait, c'est du code qui s'exécute sur AWS et qui va simplement vivre le temps d'une exécution. Ça veut dire que vous allez exécuter du code et vous allez payer seulement pour le temps d'exécution de ce code. Et donc, du coup, et aussi, du coup, si vous avez 1000 requêtes, il va y avoir 1000 fois cette requête qui va s'exécuter en parallèle. Et vous allez payer pour le nombre de requêtes et la durée de ces requêtes. Et donc, ça va être complètement scalable avec l'usage. Et vous n'avez pas besoin de dire j'ai envie d'avoir 10 serveurs, 100 serveurs, 1000 serveurs. Enfin, vraiment, tout ça va scaler avec l'usage. Et pour la base de données, on utilise une base de données également serverless qui s'appelle DynamoDB. Et donc là, c'est la même chose. Ça va passer naturellement de quelques gigas stockés à des terras, des dizaines de terras, des centaines de terras stockés, sans que vous ayez à gérer des gros problèmes de scalabilité, des gros problèmes DevOps. Et en termes de coûts, vous allez payer proportionnellement à l'usage. Donc ça veut dire que vous n'allez pas commencer par payer des coûts complètement prohibitifs. Vous allez payer proche de zéro au début et ça va scaler avec l'usage. Merci Alexandre. Donc, comme on vient de voir, donc, le serverless n'est pas juste AWS Lambda, c'est aussi du coup des services comme AppSync ou DynamoDB. Et comme le disait Alexandre, on n'a plus besoin, comme à l'ancien temps, finalement, de devoir provisionner des serveurs, par exemple, pour prévoir des pics qui auraient lieu, par exemple, durant les fêtes de Noël ou ainsi de suite. On va vraiment être sur une consommation qui va être au propre de l'usage et qui va vraiment gérer la scalabilité. Et aussi, on va pouvoir se concentrer vraiment sur la partie applicative et ne plus avoir à recréer, réinventer la roue grâce à ces fonctionnalités, ce qui peut vraiment être un game changer pour votre business. Par exemple, pour donner un exemple concret sur ça, c'est si comme beaucoup de startups, il y a l'effet qui s'appelle l'effet capital. Donc la première fois que vous passez sur M6, l'émission Capital, où il y a, c'est une des émissions les plus regardées au monde. Et en fait, grâce à une architecture serverless, vous allez pouvoir vraiment absorber un pic de trafic qui est monumental. Capital, ça va être des dizaines de milliers de connexions par seconde sur votre application. Et ça, avec serverless, c'est transparent et vous allez payer en fait l'air qui est sous la courbe du pic et vous n'allez pas devoir payer pendant toute la journée un prix monumental parce que vous avez dû aligner plein de serveurs pour faire face à ce pic. Et du coup, j'ai une question, Alexandre. Et comment est-ce que vous faites pour extraire du coup toutes les informations qu'on voit par exemple de la télé, donc l'image, le prix? Alors pour ça, en fait, on utilise aussi des fonctions lambda. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fonctions lambda, j'ai dit que c'était des unités de code serverless. Donc en fait, pour rentrer dans le détail, de base déjà, les lambda, ça permet d'être assez flexible. Donc vous avez tout un tas de runtime lambda qui vous permettent d'écrire des fonctions dans tout un tas de langages. Ça va de Go à Rust, Node.js, Python, Java, il y en a des dizaines. Donc déjà, c'est très très flexible. Vous pouvez écrire ces logiques de code dans tout un tas de langages, dans tout un tas de langages disponibles de base. Mais quand vous voulez faire des choses plus complexes, donc comme nous, globalement, ce qu'on veut faire quand on veut faire nos logiques d'extraction sur les sites web et d'interaction automatique sur des sites web, on va devoir en fait faire naître des instances de browser, donc de navigateurs, avec lesquels on va venir interagir pour exécuter des algorithmes avancés qui vont venir extraire des informations. Donc là, par exemple, c'est un exemple, on lance une variante de Chromium et en fait, on va venir
exécuter des logiques qui vont extraire le prix, le nom du produit, la description du produit. Et en fait, si vous voulez faire des choses plus avancées comme ça, il y a un mécanisme qui s'appelle les layers lambda, en fait, qui vous permettent de mettre à disposition de fonctions lambda des runtime qui vont être custom. Donc, par exemple, si vous voulez faire quelque chose qui est dans un langage qui n'est pas un langage proposé par AWS, vous pouvez le faire grâce au layer lambda. Mais si vous voulez aussi mettre à disposition d'une lambda des binaires ou des librairies volumineuses qui sont des choses un petit peu exotiques, bah, vous allez pouvoir le faire. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on a une layer avec une variante de Chromium qu'on déploie, et nos fonctions lambda vont venir interagir avec ces instances de navigateur pour exécuter des logiques avancées d'extraction d'informations et d'automatisation sur les pages web. Et en fait, cette layer, une fois qu'elle est déployée, toutes vos lambda peuvent interagir avec cette layer. Et du coup, je tiens aussi à préciser que cette même layer pourrait être partagée par rapport à diverses fonctions lambda, et du coup ne pas avoir un runtime à avoir rechargé finalement ce layer à chaque exécution. Ouais, c'est ça. Votre lambda, finalement, elle peut avoir un code qui fait quelques dizaines de mégas. Et c'est très, très simple de changer le code à la volée des fonctions lambda. Et vous avez des layers qui peuvent faire, elles, des gigaoctets que vous déployez une fois. Et les fonctions lambda vont interagir avec cette layer. Alors, du coup, on vient de voir comment on arrivait à extraire ces informations. Et déclencher une fonction lambda, mais comment tu les déclenches à l'échelle? Oui, donc en fait, c'est un peu la question naturelle. Donc c'est que là, vous avez vu qu'avec les lambda, on peut avoir un traitement unitaire qui, par exemple, là, c'était un traitement qui va venir exécuter une tâche d'analyse de site web. Et en fait, une des grosses problématiques, ça va être de venir instrumenter, orchestrer plein de fonctions lambda pour faire des traitements à l'échelle. Donc, par exemple, analyser des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de sites web. Et donc, pour ça, vous pouvez utiliser une architecture serverless. Donc là, par exemple, nous, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir avec une architecture serverless, donc avec une fonction lambda, on va venir extraire de notre base de données serverless la liste des pages, par exemple, qu'on veut venir analyser chaque jour ou chaque heure. Et on va venir insérer dans un mécanisme de file d'attente qui s'appelle SQS des tâches d'analyse. Et donc, pourquoi on utilise une file d'attente? Parce que, typiquement, vous allez vouloir lisser un traitement. Donc, nous, on veut lisser dans le temps l'analyse des pages web. Vous ne voulez pas faire ça tout de suite maintenant. Et donc, vous allez utiliser une file d'attente. Et cette file d'attente, elle est aussi complètement serverless, au sens où cette file d'attente, si vous avez 2 tâches, vous allez payer $0, et si vous avez 1 million de tâches, vous allez payer plus, mais vous allez voir venir, parce que ça va complètement scaler avec l'usage, et il n'y a pas non plus de DevOps lié à ça, tout ça scale naturellement au fur et à mesure de l'usage croissant. Et donc ça, c'est la partie qui insère les tâches dans la file d'attente, et ensuite, on a toute une partie qui va venir traiter ces tâches dans la file d'attente. Et donc, une architecture qui est assez classique et qu'on utilise, c'est vous allez non pas avoir une seule fonction lambda qui va traiter ces tâches, mais un pool de fonctions lambda. Donc là, typiquement, on a tout un pool de fonctions lambda avec ces fameuses layers Chromium, donc c'est des fonctions lambda assez boostées pour faire des traitements avancés de pages web qu'on utilise. Et en fait, vous allez gérer ce pool de fonctions lambda avec encore une autre fonction lambda. Donc lambda, je prononce lambda 2 fois par seconde parce qu'en fait, c'est vraiment la base de l'unité de compute. Et vous allez avoir une fonction lambda qui s'exécute grâce à un événement régulier toutes les minutes. Et cette fonction lambda, son boulot, c'est de s'assurer qu'il y a assez de workers dans le pool de workers pour dépiler les tâches de la file d'attente et s'assurer qu'il n'y en a pas trop, qu'il y en a suffisamment pour quand même aller assez vite. Et donc, grâce à ça, vous allez pouvoir traiter toutes les tâches de votre file d'attente. Et à la fin, là, dans une architecture comme ça, ce que vous voulez souvent faire, c'est pousser le résultat, par exemple, à des utilisateurs ou dans un data lake pour pouvoir analyser la donnée. Et pour ça, on utilise un service qui s'appelle Kinesis, qui est aussi un service managé de Amazon, qui est un service de streaming où en fait on insère toute la donnée extraite par les tâches et derrière cette donnée, elle va soit être poussée à l'utilisateur, par exemple pour venir l'alerter que le prix d'un produit qu'il a enregistré a baissé, ou soit on pousse sur un bucket S3 et typiquement ça peut servir de data lake
Et S3, c'est exactement pareil. C'est un service qui est aussi serverless au sens où vous n'allez pas avoir à gérer la scalabilité. Ça va scaler automatiquement avec l'usage. Vous allez payer proportionnellement à l'usage. Et vous pouvez passer de gigaoctets de données à des téraoctets, des centaines de téraoctets sans avoir à faire un changement spécifique sur ce bucket S3. Et typiquement, nous, on utilise ça pour brancher des outils de BI ou d'analytics et pour pouvoir analyser les pages web, et améliorer nos algorithmes d'extraction, proposer de nouvelles fonctionnalités dans l'application et tout un tas de choses. Écoute, merci Alexandre. En plus, c'est très bien justement d'avoir une approche data-driven. On pourrait avoir un talk aussi purement là-dessus. Et j'ai une question en fait, du coup, comment est-ce que tu fais pour configurer et orchestrer toutes ces lambdas, les manager tout simplement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le déploiement et la configuration des lambdas et du serverless de manière générale, c'est extrêmement simple. Donc, nous, on utilise un framework qui s'appelle serverless, donc qui est bien nommé, qui n'est pas un framework d'AWS, mais qui est un framework de la communauté. Mais il faut savoir qu'il y a l'équivalent développé par AWS et d'autres frameworks qui font à peu près la même chose. Et donc là, vous voyez sûrement pas très bien à l'écran, mais il faut savoir que pour chaque ressource que vous avez déployée, c'est simplement quelques lignes de configuration et vous allez pouvoir très simplement définir les ressources que vous voulez déployer et comment elles interagissent les unes avec les autres. Et tout ça se déploie en quelques minutes et s'intègre parfaitement à des systèmes de CI comme GitLab CI ou Jenkins. Et finalement, vous allez, comme ce que je disais tout à l'heure, pouvoir vous concentrer vraiment sur le développement de votre logique métier, tout ce qui est déploiement et configuration, c'est extrêmement simple et donc vous pouvez vraiment faire ce que créer de la valeur parce que vous êtes une startup et vous voulez pas passer votre temps à faire du DevOps. Donc peut-être le sujet aussi naturel qui se pose, c'est OK, donc il n'y a pas de serveur, c'est serverless, donc il n'y a pas un des réflexes, c'est de se dire il n'y a pas de log parce qu'il n'y a pas de machine où ces logs vont être perdus. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout est vraiment observable de manière native avec le serverless et les logs, les métriques vont se retrouver naturellement dans un service qui s'appelle CloudWatch et vous allez pouvoir facilement accéder à l'historique de tout ce qui s'est exécuté, pouvoir tracer des métriques de manière très simple. Donc, par exemple, le nombre d'invocations de fonctions lambda, la durée d'exécution de ces fonctions lambda. Vous allez pouvoir définir des alarmes pour repérer des pics de charge, pour pouvoir définir des usages qui sont anormaux. Et tout ça, encore une fois, ça peut se configurer en quelques lignes sur un framework serverless où vous allez pouvoir, avec la console, accéder à ces métriques vraiment en quelques clics et pas avoir à utiliser des outils spécifiques que vous allez devoir configurer, etc. Et donc là, depuis tout à l'heure, je parlais de prix croissant et linéaire en fonction de l'usage. Donc c'est un exemple concret avec AWS Lambda. Donc le pricing d'AWS Lambda, c'est le nombre de millisecondes d'exécution. Donc bien sûr cumulé, si vous avez 1000 fonctions lambda qui durent 10 millisecondes, il va falloir faire 1000 fois 10 et fois le prix. Et ça dépend aussi de la mémoire des fonctions lambda. Mais ce qui est hyper important, c'est que tout ça, vous allez payer que quand les fonctions lambda sont utilisées. Donc si vous avez un grand pic de connexion chaque jour à midi et après il n'y a plus d'usage, vous allez payer seulement pour ce pic de connexion. Et donc ça, c'est extrêmement, ça a beaucoup de valeur quand vous êtes une startup parce que vous n'avez pas envie de provisionner plein de serveurs. Vous avez du trafic qui, au début, peut être erratique. Bien sûr, nous, on commence à avoir un trafic qui est beaucoup plus prédictible et beaucoup plus grand. Mais au début, comme toutes les startups, on n'avait pas d'argent. On était dans le salon de nos cofondateurs. Et donc, ça a vraiment beaucoup de valeur de pouvoir se lancer avec un modèle qui est complètement linéaire en fonction de l'usage. Et je le répète encore une fois, le DevOps est très limité. Vous pouvez vous développer pendant des années sans avoir à investir beaucoup de ressources en DevOps et en infrastructure. Merci Alexandre. Donc en l'espace de 4 ans, vous avez réussi à croître avec des ressources limitées, comme on vient d'en parler, et aussi avec un modèle économique clair et adapté à votre business. Est-ce qu'on pourrait parler du coup des prochaines étapes? Un gros enjeu pour nous, en fait, ça va être sur ces algorithmes dont je vous parlais qui construisent une perception machine du web. Parce que finalement, tout ce qu'on fait, ça repose sur des algorithmes qui vont vouloir, comme je le disais, comprendre une page web comme un être humain et interagir avec une page web comme un être humain
Et donc, cette perception machine du web, c'est un peu l'équivalent, pour prendre un exemple très facilement compréhensible, de la voiture autonome qui construit une perception machine du monde physique pour naviguer dans le monde physique. Nous, on construit une perception machine du web pour naviguer automatiquement sur le web. Et donc, pour ça, on travaille notamment donc on développe notre propre navigateur avec des mécanismes qui permettent d'exécuter des algorithmes avancés, mais on travaille aussi sur des approches assez évoluées de deep learning qui vont venir comprendre le contenu d'une page web et venir l'analyser pour le comprendre comme un être humain et pouvoir interagir avec lui. Et donc, du coup, on a plein de challenges qui vont se présenter, notamment avec l'utilisation de services de machine learning comme SageMaker. Et on a plein de défis demain. Donc, si c'est des défis qui vous intéressent, on recherche des ingénieurs qui sont prêts à aborder des problématiques très complexes. Et donc, je serai disponible dans les allées de la conférence. N'hésitez pas à venir me parler. Et merci beaucoup, Francis, pour l'invitation. Et merci à tous pour votre temps. Écoutez, merci à toutes et à tous pour cette session. Merci à toi aussi, Alexandre. Donc, on a vu tous les avantages du serverless et j'espère que cette session vous a donné l'envie de tester et de commencer un business avec les technologies serverless. Donc, à 14h15, vous aurez une session qui abordera la thématique suivante: comment construire un avenir durable pour la planète avec les solutions AWS. Et tout de suite, there is a session in English that is going to talk about the AWS Startup Accelerator. Merci.